Le Bitcoin a fait un nouveau plus haut historique, et ça, c'est avant le halving. C'est un moment qui est vraiment très important et qu'il va falloir expliquer. C'est quelque chose qui change vraiment tous les cycles, c'est quelque chose qui est totalement différent, et qui est le signe vraiment d'une modification structurelle du monde des crypto-monnaies, et je vais t'expliquer pourquoi. Bonjour, c'est Cryptolyse, et on est le 9 mars 2024, et c'est un moment qui est important, parce que cette semaine, nous avons cassé le plus haut historique, nous avons cassé 69 000 $. Alors oui, nous avons eu une correction, mais il faut rappeler que le halving n'est pas encore arrivé. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est le halving, c'est un moment qui est très important dans le Bitcoin, c'est quelque chose qui se passe tous les 4 ans, où on divise par 2 le nombre de bitcoins qui sont créés par bloc. C'est très important, gardez-le en tête, on va revenir dessus après, et je vais vous expliquer pourquoi c'est différent, pourquoi c'est quelque chose qui casse les cycles de 4 ans, qu'est-ce qui a entraîné ça, et pourquoi ce n'est pas fini. En fait, ça va être le plan de toute cette vidéo. Alors forcément, on va être obligé de parler des ETF, quelque chose qui est vraiment très fort. Ça, c'est un tableau qui sert à suivre justement l'évolution des ETF Bitcoin Spot qui ont été validés début de cette année. Globalement, c'est quoi? C'est un moyen très facile pour tout le monde, et notamment les institutionnels, de pouvoir acheter du Bitcoin et de pouvoir le garder pour s'exposer. Actuellement, on est à 54 milliards de dollars qui sont dans les ETF spot, et quand on regarde les évolutions, on est entre 300 et 400 millions par jour d'inflow. Ça veut dire d'argent qui rentre directement sur Bitcoin, et si on peut élargir, on pourrait dire la crypto-monnaie en général. Et malgré le fait que Grayscale, donc, qui est un ancien trust qui possédait 600 000 BTC, 600 000 Bitcoin, est en train de vendre, parce qu'on voit que systématiquement nous avons des lignes en négatif au niveau de Grayscale, on voit qu'on progresse continuellement. On vient de dépasser les 4% de la supply. Et si on projette à la fin de l'année, ça représente 8%. 8% de la supply, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ETF posséderont 8% de l'ensemble des bitcoins qui seront créés. Et oui, parce que Bitcoin, c'est 21 millions, et ce ne sera uniquement 21 millions. Gardez-le en tête, parce que ça va aller très loin. Je vais vous expliquer surtout pourquoi on va avoir un choc de la demande, et ce qui est en train de se passer. Et on va commencer par expliquer un petit peu à travers cette image. La semaine dernière, nous avons eu 30 000 BTC qui ont été achetés par les ETF, alors que les mineurs en ont produit 6160. Ça veut dire que on achète 5 fois plus de BTC, les ETF achètent 5 fois plus de BTC qu'il y en a de produits. Et c'est vraiment très important de retenir cette partie-là. Parce que là, actuellement, nous n'avons pas encore le halving. Je vous remontre notre graphique. Le halving, et par cette ligne ici en pointillé, juste le début. Si on regarde les cycles précédents, c'est après le halving qu'on a cette accélération. C'est après le halving qu'on casse le plus haut. Après le halving, on casse le plus haut. Là, ce n'est pas le cas, on a cassé le plus haut, alors que le halving n'est pas encore passé. Et le halving divise le nombre de bitcoins produits par semaine par bloc. Donc ça veut dire que, passé avril, nous allons avoir une production de bitcoin qui va être à peu près à la semaine dans les alentours de 3000 bitcoins, et si on continue à maintenir les achats, et je pense qu'on continuera à augmenter les achats, je vais vous expliquer pourquoi un petit peu plus tard, mais il faut comprendre que là on va passer sur un ratio de 10. Comprenez bien que ça veut dire qu'il y a 10 fois plus de demandes que d'offres. Je répète, 10 fois plus de demandes que d'offres. Et là, vous allez comprendre quelque chose de très fort. Parce que nous avons JP Morgan qui nous dit que c'est totalement irréaliste de voir dans les portfolios des personnes autant de Bitcoin que d'or. Et c'est très intéressant parce que je vous remets, ici nous avons dans les ETF 54 milliards de dollars, on va dire, allez, début janvier, en quelques mois, 54 milliards de dollars, et si on regarde la capitalisation de l'or, c'est 92 milliards de dollars. Et donc j'ai une question. Est-ce que selon vous, d'ici la fin de l'année, si on garde l'évolution de 500 millions par jour achetés en BTC, on dépassera l'or? J'ai envie de vous dire oui, tout à fait, on s'en rapprochera tellement qu'on certainement on ne le dépassera. Et je vais vous expliquer pourquoi ça va aller encore plus loin. Parce que quand on regarde JP Morgan et qu'on regarde la manipulation qu'ils en ont, c'est-à-dire que le but de JP Morgan, c'est toujours d'essayer d'être à contre-tendance pour manipuler le prix. Là-dessus, je vais vous rappeler quelque chose et on reviendra dessus, c'est qu'il y a eu une manipulation en 2010 où JP Morgan, le CEO de JP Morgan, a dit qu'ils allaient tout simplement virer toutes les personnes qui allaient trader chez eux du Bitcoin. Le prix s'est effondré de 5-10%, et étrangement, nous avons JP Morgan, l'entité, et Chase, qui ont acheté
du Bitcoin suite à cette chute-là. Donc pour moi, dès que j'ai une news au niveau de JP Morgan, je vais regarder est-ce que oui ou non c'est cohérent. Et là, je vois qu'on est vraiment très très loin en termes de cohérence. Et que si on regarde l'évolution, depuis du coup quelques mois, on a fait 10 milliards d'inflows. D'accord? Ça c'est vraiment le nombre d'inflows, sous-entendu le montant qui a été investi depuis le lancement des ETF directement. Vous allez me dire pourquoi on passe de 54 à 9 milliards, tu me dis qu'il y a 9 milliards qui ont été injectés, 54 qui est existant, c'est parce que nous avons Grayscale Capital, donc qui est la courbe ici en violette, qui avait déjà 600 000 BTC, c'est en train de diminuer, on le voit bien, en fait cette courbe-là diminue, ça je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo, pourquoi ça diminuait et pourquoi ça allait sur aussi les autres ETF, mais quand ce sera terminé, quand Grayscale aura terminé de vendre ses BTC, on va avoir vraiment une problématique d'offre. Il faut comprendre que le halving ça diminue par 2. Oui, tout à fait d'accord. Il n'y a que 21 millions de BTC disponibles. Ok, tout à fait d'accord. Restez bien avec moi, parce que on va aller très loin. Alors, c'est un graphique qui date un petit peu, parce qu'il n'est pas encore mis à jour. Toujours mon ami The Rational Root, je vous invite à le suivre sur Twitter si vous ne connaissez pas, qui nous a fait un très beau graphique qui représente le nombre de Bitcoin disponibles à la vente. Comprenez bien, disponible à la vente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le nombre de bitcoins que les personnes sont prêtes à vendre, ou qui n'ont pas été perdus, ou qui ont été produits, d'accord? Ce sont ce nombre de BTC. Donc ce n'est pas 21 millions, c'est quelque chose qui évolue, et qui évolue à la baisse. On voit que depuis 2020, le nombre de bitcoins disponibles à la vente a diminué de 1 million de bitcoins, parce que beaucoup ont perdu tout simplement les seeds, on a déjà beaucoup de bitcoins qui sont bloqués, par exemple sur le compte de Satoshi, on a beaucoup de choses qui nous disent que, en fait, l'offre ne va pas augmenter, mais va même diminuer. Le halving n'est juste qu'une diminution de la production du nombre de bitcoins par bloc, sous-entendu le nombre de production de bitcoins toutes les semaines. Mais par contre, le nombre de personnes disponibles à la vente, prêts à vendre du bitcoin, par capacité, par conviction ou même par incapacité, va drastiquement diminuer. Donc il y aura de moins en moins de bitcoins disponibles. Alors qu'on va avoir une offre qui va monter, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nous avons JP Morgan qui nous dit que, au niveau du halving, après le halving, on retournera à 42 000 $. Bon, comme je vous ai dit, pareil, ils nous disent quelque chose comme ça, on pousse à la baisse pour aller renforcer. Donc pour moi, je prends du recul, encore une fois, un 10 qui me dit que oui, on peut avoir un retracement, je vais vous expliquer à la fin de cette vidéo ce qu'on peut avoir, mais on est quand même relativement loin des 42 000 $. Ensuite, pareil, là je vous remets sur ce que je vous expliquais tout à l'heure, ça date de 2017, il virera le trader à la seconde qui achètera du BTC. En 2017. D'accord ? 2017, sa position n'a absolument pas changé, et pourtant à côté, ils utilisent la blockchain, et ils achètent du Bitcoin, on le sait. Donc pour moi, il y a toujours cette dichotomie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on continue, à partir du moment où on comprend la position de JP Morgan et ce qui se passe au niveau de JP Morgan, vous allez voir, c'est très très intéressant, c'est que JP Morgan nous explique qu'il y a 78% des traders institutionnels qui ne sont pas intéressés par les crypto-monnaies. Ça, c'est très récent. Ça, on parle de février 2024. Les ETF sont sortis. Donc 78% des traders ne sont pas intéressés. Encore une fois, on inverse cette situation-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une autre étude de Fidelity qui nous explique qu'il y a 75% des family office, dont des hedge fund managers, qui sont spécialisés dans justement la gestion des fonds, qui sont intéressés par la crypto en général. Et pas que Bitcoin, mais par Bitcoin aussi. Et c'est pour ça qu'aussi, on retrouve, hop, on va se remettre ici, un certain nombre de choses, c'est que nous avons Fidelity, ça je vous en ai déjà parlé, qui a inclus 3%, de 1 à 3% de crypto dans les portefeuilles qu'il propose à ses clients. Et donc, ça c'est vraiment un signe très fort de l'adhésion des crypto-monnaies dans le monde traditionnel, et notamment de Bitcoin dans le monde traditionnel. Et là-dessus, on va faire un petit exercice pour comprendre jusqu'où on peut aller. Et pourquoi le fait de dire que ça ne va pas dépasser l'or, c'est totalement une ineptie. Parce que si on comprend le montant réel représenté par les family office, bah, on a vraiment une facilité à comprendre pourquoi on va dépasser très rapidement ce montant de l'or. C'est que les family office, ça représente quoi? Alors, on va essayer de réécrire correctement. Hop, c'est parti, 8. Bon, c'est à peu près pareil, mais c'est pas grave. 8000 milliards, d'accord? Comprenez bien que c'est 8000 milliards d'assets sur gestion, d'accord? Donc 75% de ces 8000 milliards, dans lequel je vais prendre entre 1 et 3%, d'accord? On le voit bien ici. 1, 3, 3, 2, 1.
Ça représente quoi? Ça représente 150 milliards de dollars injectés dans la crypto-monnaie. Et là, on ne parle pas du reste. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de la gestion des produits dérivés, on ne parle pas des hedge funds qui sont beaucoup plus gros, on ne parle pas des fonds de gestion structurels, il y a plein d'éléments qui ne sont pas rentrés. Là, on parle juste d'un petit secteur. Et là, je vais vous donner une perspective. Donc là, on compare Bitcoin à juste l'or, aux commodities. D'accord? Rappel, 90, 92 milliards. Ok. Maintenant, je vais vous mettre la valeur d'un ETF S&P 500. Est-ce que vous voyez la différence? 500 milliards. On voit celui d'en dessous, SP500, iShares, BlackRock, 447 milliards. Vanguard, 419 milliards. Vous voyez en fait l'évolution potentielle que l'on pourra avoir. Là, on parle de Bitcoin et on parle des crypto-monnaies comme une forme de commodities. La représentation que je vous en ai faite actuellement, c'est par rapport aux chiffres qui ont été donnés sur Fidelity, sur un lancement actuellement des ETF. On est très loin du potentiel. On est encore bien en amont. Les personnes qui sont en train d'acheter dans l'ETF, ce ne sont pas du retail, ce n'est pas Madame Michu, ce n'est pas Jackie dans son garage parce qu'il a entendu que le Bitcoin allait éclater. Non, on est très loin. C'est actuellement des family office qui sont en train d'acheter. Ce sont actuellement des institutionnels. Ce sont actuellement des acteurs de la finance traditionnelle. Est-ce que vous pensez que ce sont ce que l'on considère comme étant la smart money, qui sont en avance, achètent en retard? Non, encore une fois, on est au bon moment. Et ça, il faut le comprendre. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je vous ai fait en commentaire en description une stratégie simple et efficace pour pouvoir profiter de ce qui est en train de se passer. De comprendre les clés, je vous donne tout, de façon à ce que vous ayez les bonnes bases pour pouvoir profiter de ce qui se passe. Parce qu'actuellement, ce qui est en train de se passer, c'est quelque chose qui est vraiment exceptionnel. Je rappelle qu'on a cassé un plus haut avant le halving. On a fait un plus haut avant qu'on ait une diminution de l'offre. On a cassé ce qui était avant la représentation, même on pourrait dire dans les bitcoins maximalistes, la sainte trinité des cycles de 4 ans. Quelque chose qui était, limite, on mettait la bougie devant en disant, bon, allez, le halving, et puis voilà. Tellement de personnes disaient, et moi j'en faisais partie quand même, en disant que le halving, on allait avoir un retracement avant le halving, avant de partir. Sauf que, n'oubliez pas ce que je vous dis systématiquement, ça ne sert à rien d'avoir raison, le plus important c'est de se préparer à avoir tort. Bah qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu que les ETF, le Selling News, qui est représenté par cette micro-bougie qui est ici, n'a quasiment pas eu lieu ou pas d'impact. J'ai vu qu'il y avait un inflow qui était monumental. Bon, en l'occurrence, dans le groupe privé, j'ai dit, let's go, on est parti, on pousse très fort. On a eu toute une période ici d'accumulation en spot, et là, on a commencé à être très agressif sur les leviers, et on voit que ça paye. Et c'est ça qui est important. C'est pas d'avoir raison, c'est le marché fait ce qu'il souhaite, à nous de lire ce qui se passe sur le marché, et de réagir et de se réadapter. Et c'est pour ça aussi que, en description en commentaire, vous avez tout, que ce soit pour le groupe privé, pour l'information, ou pour la stratégie simple et gratuite qui est à disposition, et je vous invite vraiment à le faire. L'autre point qu'il faut comprendre, c'est pourquoi c'est intéressant. Parce que quand on regarde les volumes de transactions, actuellement, ils sont supérieurs à ce qu'on connaît au niveau des autres ETF. Et comprenez bien que votre broker habituel, celui que vous aimez bien, dans lequel vous avez peut-être un PEA, je l'espère, que vous avez au moins cette décence d'avoir créé un PEA pour pouvoir investir un tout petit peu dans les ETF et bénéficier de la ristourne fiscale. C'est vrai qu'en France, on n'a pas forcément cette forme d'éducation financière, mais il faut l'avoir. Et quand on comprend un petit peu ce qui est en train de se passer, on a du volume sur ces ETF. Beaucoup plus que les autres ETF qui sont ultra capitalisés. Donc ça veut dire que ces brokers touchent un frais de transaction. Donc c'est-à-dire que votre banque, Fortuneo par exemple, BNP, Société Générale, peu importe, touche en fait un frais quand vous achetez et que vous vendez une action d'un ETF. Et ces frais-là, pour ces brokers, c'est leur gagne-pain, d'accord? On a les gestionnaires d'ETF qui, eux, c'est le montant total, donc ils prélèvent en fait un frais de gestion, donc c'est 0,2% pour BlackRock. Et à côté, on a ceux qui vendent les parts d'ETF, qui sont en fait les vendeurs à la petite sauvette, qui sont les marchands, eux touchent des frais de transaction. Et plus il y a de volume, plus il y a de frais de transaction, plus il y a de frais de transaction, plus c'est intéressant. Ah bah tiens, il y a beaucoup de volume, bah qu'est-ce qui se passe? Bah je propose ces ETF directement. On va avoir les banques qui vont, et tous les acteurs, tous les brokers, qui vont proposer ces ETF-là, parce qu'il y a une demande, parce qu'il y a du volume, parce que justement il y a des frais, et il y a de l'argent à se faire. Et ça nous fait écho à la lettre qu'il y a eu de l'ensemble des banques, enfin des plus grosses institutions bancaires, à la SEC en disant, mais comment ça se fait que nous, on n'a pas le droit de détenir les bitcoins
de BlackRock et le reste. Et ça, c'est très important, ça veut dire qu'on a un shift qui est en train d'avoir lieu. Encore une fois, techniquement, on voit qu'on a un changement, et structurellement, psychologiquement, on a quelque chose qui est en train de changer aussi au niveau de la finance traditionnelle. Et restez bien avec moi parce que on continue, vous allez voir que c'est pas encore fini et c'est là où ça commence à être totalement insane, totalement fou. C'est que nous avons Fidelity, nous avons Grayscale Capital, nous avons BlackRock qui ont déposé des ETF pour Ethereum. Et c'est pas fini, on parle après d'autres ETF, avec notamment Grayscale Capital qui veut faire des ETF autour du stacking crypto. Donc la SEC et sa notion de securities est en train de disparaître. C'est le début de cette notion de crypto. Et c'est pour ça que je l'ai souligné plusieurs fois. Ici, ce n'est pas marqué Bitcoin, c'est marqué crypto. C'est que le début actuellement de ce qui est en train de se passer. On est bien placé, et justement, ce que l'on a connu avec Bitcoin va certainement avoir lieu aussi au niveau d'Ethereum, et on risque d'avoir une survalorisation d'Ethereum à partir du moment où on va avoir les ETF qui vont tomber. Pourquoi ? Parce que Ethereum, c'est encore à part, et ça je pense que je vous ferai une vidéo vraiment spécialisée, c'est qu'il faut comprendre que Ethereum, on a du stacking, on a des rendements entre 3 et 4%, on a du burning, donc ça veut dire une max supply, donc un nombre d'Ethereum disponible qui n'augmente pas, qui n'est pas limité, mais qui diminue en fonction des nombres de transactions qui est effectuées. Et ça, c'est vraiment très important, et ça veut dire qu'on a un actif qui offre du rendement et qui en plus concentre la valeur. Là-dessus, en finance traditionnelle, c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire. Et donc, pour moi, on est vraiment dans une ère où on va embrasser justement la crypto, et la finance traditionnelle va embrasser la crypto. Mais attention, je vous dis pas que en achetant du Bitcoin à 69 000 $ aujourd'hui, vous allez être riche demain. Ma réflexion, elle est pas là. C'est vous faire comprendre maintenant que c'est le bon moment de s'intéresser à la crypto, de s'intéresser à ce qu'est le Bitcoin. Oui, c'est sûr que si vous étiez là en 2022, c'était mieux. C'est sûr que si vous étiez là en 2017, c'était mieux. Si vous étiez là en 2013, c'était mieux, etc., etc. Bref, ne vous laissez pas avoir par ce type de commentaires, ce type de FOMO, ce type de sensations où on essaie de vous faire comprendre que, bah, mec, t'as loupé, quoi. Voilà, fais un FOMO, mais en gros, t'as loupé ta vie, t'aurais dû être là avant. Non, on est quand même très très loin de ça. Il faut prendre du recul, mais ça ne veut pas dire que demain, vous allez être millionnaire parce que vous allez acheter du Bitcoin à 69 000 €. La réflexion, elle est différente, c'est de comprendre qu'il y a un changement qui est en train d'avoir lieu, il y a un changement technique qui est en train d'avoir lieu au niveau des cycles, et donc on part dans quelque chose qui est totalement différent, qui est inconnu jusqu'à maintenant, et donc ça veut dire qu'on va avoir certainement plein d'opportunités à saisir. Et je vous rappelle que, en commentaire en description, vous avez une stratégie simple à appliquer, et c'est 100% gratuit. Encore une fois, formez-vous, apprenez, n'y allez pas avec l'émotion du FOMO, du fear of missing out, le fait d'avoir l'impression d'avoir tout loupé. Prenez le temps à respirer. Et encore une fois, je suis très bullish sur l'ensemble du cycle, mais ne dites pas que on ne va pas retracer. Et ça, c'est très important. Parce que, actuellement, oui, on a fait quelque chose qui est extraordinaire, mais ça ne veut pas dire qu'on va aller tout droit. Tout. Pour moi, on aura à un moment donné un retracement. C'est logique. Le bull run, c'est quoi? C'est des phases d'expansion très fortes avec des phases de rétractation très importantes dans lesquelles on va avoir des bougies potentiellement de moins 10, moins 15, moins 20, moins 30%. Il faut être préparé psychologiquement à ça. Ça ne veut pas dire qu'on va continuer à pousser ad vitam aeternam. On aura une nouvelle phase de bear market, mais peut-être qu'elle sera différente, il faudra réagir en concordance, analyser, et ne pas rester dans cette notion de cycle. Il faut s'adapter à ce qui est en train de se passer, comprendre ce qui est en train de se passer, pour pouvoir justement profiter de ces opportunités-là. Et même, je vais aller plus loin, parce que on a quelque chose qui est important à comprendre, c'est que on a des éléments qui sont sur la macroéconomie, qui sont très importants. Je vous parle souvent de macroéconomie, et je vais vous en parler de plus en plus, parce que si on a les ETF qui sont présents, c'est-à-dire qu'on a la finance traditionnelle qui s'intéresse à la crypto, qui rentre dans la crypto, et donc forcément la macroéconomie, la corrélation entre les deux va être très importante. Et là, on se dirige quand même sur une phase d'expansion très fort au niveau du S&P 500, au niveau du Nasdaq, au niveau de l'économie américaine. On est en train de se diriger dans une forme d'hypercycle, on pourrait dire, au niveau de l'économie américaine, portée peut-être par la bulle de l'intelligence artificielle. On le voit bien quand on met le SP500 divisé par l'impression monétaire, on voit bien qu'on a cassé la grosse résistance et qu'on se dirige vers la bulle d'internet en termes d'expansion, mais on sait aussi que les niveaux de la Fed, quand on a en fait ce pivot de la Fed, donc on diminue les taux d'intérêt de la Fed, on sait que le marché attend une expansion liée à ça, et on sait qu'on peut avoir un retracement autour de ça, et on sait qu'on peut avoir un retracement qui peut être vraiment violent, et si on a une corrélation
avec le Bitcoin, ça veut dire qu'on peut aussi avoir un Bitcoin qui fait moins 30%, moins 40% à cause du S&P 500, à cause des banques régionales US, à cause de l'économie US tout simplement. Personnellement, je suis persuadé qu'on va rentrer dans une bulle autour de l'intelligence artificielle dans l'économie américaine. Est-ce qu'avant on aura un retracement? Est-ce qu'avant on aura un synonyme de peur? Certainement. Et encore une fois, n'oubliez pas, la peur égale opportunité à partir du moment où on comprend d'où elle vient, où on est capable de pouvoir contrôler son risque et surtout d'être préparé à cette situation. Vous devez être préparé tant à l'expansion que tant à la récession. Soyez vraiment préparés aux deux et c'est là où vous allez voir que vous n'avez peur de rien et vous serez capable de exploser votre portefeuille, de saisir les opportunités parce qu'il va en avoir beaucoup dans les prochaines années. Encore une fois, nous sommes dans quelque chose qui est différent. J'ai fait une vidéo justement hier en parlant d'un Bitcoin à 300 000 $, qui n'est pas ma théorie, qui est des théories qui sont données par d'autres personnes. Mais ça n'empêche que oui, on pourrait voir en fait Bitcoin très élevé, beaucoup plus élevé que les cycles classiques, dépasser les 100 000 $. Et je peux vous dire que si on dépasse les 100 000 $, on aura énormément de visibilité, beaucoup plus que l'on en a maintenant. Pensez que maintenant le retail classique est rentré, non, on est encore très loin. Et c'est pour ça que je veux vous faire prendre du recul. Le halving n'est pas encore passé, on a fait un plus haut, on a cassé le cycle des 4 ans. Maintenant, on rentre dans un territoire inconnu, rempli d'opportunités. À vous de savoir si oui ou non vous êtes capable de les saisir. Et je peux vous assurer que ce sera compliqué parce qu'il y aura de la liquidation, parce qu'il y aura énormément de risques et il faut être capable de pouvoir naviguer sur cette mer tumultueuse. Et en tout cas, personnellement, c'est une passion, c'est quelque chose que j'adore, ce que je vous ai montré depuis que j'ai créé cette chaîne, quasiment plus de 2000 vidéos qui ont été créées. Et merci à tous et toutes qui ont été là durant cette phase de bear market. Et je vous demanderai de bien accueillir ceux qui arrivent sur le marché parce qu'ils ne savent pas. Et justement, il faut les éduquer, c'est très important. Il faut donner, partager l'information de façon à ce que on puisse avancer tous ensemble. Et ça, c'est vraiment le plus important. Et c'est pour ça que j'ai créé la communauté Rift que vous retrouvez dans le Discord, en commentaire en description. On a terminé pour aujourd'hui et n'oubliez pas, si vous aimez mon contenu, si cette vidéo vous a aidé, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et surtout partagez de façon à pouvoir faire connaître ce qui est en train de changer et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.